Good morning poker. Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier de manière précise comment exploiter les adversaires. Pour exploiter un adversaire, donc être dans une posture exploitante, il faut s'adapter naturellement au profil de l'adversaire. Ensuite, il faut utiliser le bon board, les bonnes cartes sur le tableau et également utiliser le bon moment. Donc on va d'abord commencer par s'adapter au profil d'un adversaire et pour cela on va voir trois cas typiques. Le premier cas qui énerve énormément de joueurs de poker, c'est les limpers. Limper en anglais, ça veut dire boiter, c'est-à-dire marcher en boitant. Et donc, ça dénote bien de la faiblesse de ce jeu qui est de dire tiens, je vais mettre une blinde pour pouvoir voir le flop. Donc, pour punir les joueurs qui font ça, qui est un mauvais choix pratiquement tout le temps de limper, euh, il faut faire un raise en isolation, sauf dans quelques cas particuliers où vous pouvez overlimper, c'est-à-dire limper à votre tour, si vous ne craignez pas évidemment que les blindes qui sont derrière vous quand vous êtes au bouton ou quand vous êtes au cut-off, le bouton et les blindes, ne fassent un squeeze sur le limp, c'est-à-dire fassent une énorme relance, celle que justement vous êtes censé faire pour isoler les limpers. Donc le cas où vous pouvez faire un overlimp, c'est le set mine en late position au cutoff et au bouton, c'est-à-dire que vous allez chercher avec une petite paire ou une paire moyenne à obtenir un brelan. Donc ça vient de set qui veut dire brelan en anglais et de mine qui est comme aller à la mine, c'est-à-dire partir à la mine pour trouver un brelan. Typiquement, vous avez paire de 5 et vous espérez au flop ou plus tard qu'un 5 apparaîtra. Et là, en général, ça peut faire très très mal en termes de taille de pot et de gain. Donc là, ça peut être astucieux de limper, d'overlimper. En tous les cas, limper en premier avec une paire, et spécialement en early position comme UTG ou UTG plus 1, est vraiment une erreur très exploitable par les joueurs qui vont parler après vous. Et le deuxième cas, c'est le cas des fit or fold, des FOF. Les FOF sont des joueurs très prévisibles qui jouent pas au poker mais jouent à la bataille. C'est-à-dire qu'ils veulent aller au showdown avec la meilleure carte, les meilleures cartes possibles. Et pour ça, c'est en général les mêmes qui limpent. Et ensuite, une fois qu'ils voient le flop, ils essayent d'avoir la top paire ou une bonne combinaison, voire deux paires ou mieux. Et à ce moment-là, ils vont miser. Si au contraire, ils n'ont rien touché et que vous misez, parce que vous êtes en position en ciseaux après eux, ils vont probablement fold. Le comportement donc qui consiste à miser ou à payer uniquement quand on a un fit, quand on a trouvé quelque chose au flop, et sinon on fold sur n'importe quelle mise, est un comportement désastreux et très exploitable. Et ce comportement FOF, si vous repérez qu'un joueur, à chaque fois que quelqu'un mise et que visiblement il n'a pas touché le flop, il fold, il faut bluffer davantage, surtout en position, c'est-à-dire ne pas hésiter à faire un c-bet au flop, un double barrel au turn, en n'ayant nous-mêmes pas forcément touché quoi que ce soit, mais en utilisant le fait qu'ils ne s'intéressent qu'à leurs cartes et au fit que ces cartes ont avec le board. Le troisième cas très exploitable sont les nits, en français les serrures. Et là, vous avez des joueurs qui ne vont miser ou relancer qu'avec les nuts ou les quasi-nuts, c'est-à-dire avec probablement le meilleur jeu possible sur le board
combiné ou un jeu presque le meilleur. Par exemple, flush avec un as, flush avec un roi éventuellement, les quasi-nuts, quinte lorsque toute autre combinaison ne peut donner qu'un brelan par exemple, etc. Et donc, quand un hit relance ou mise fort, eh bien il faut être capable de folder jusqu'à une top pair, top kicker. Par exemple, As-Roi sur un board, un flop As 8-2 Rainbow. Et donc, si un hit mise la taille du pot, voire plus, probablement il a touché un brelan de 8 ou un brelan de 2 avec justement le fait qu'il était rentré en limpant ou en flat call avec sa paire de 8 ou sa paire de 2. Et donc il faut utiliser le bon board pour exploiter ces joueurs fit or fold sur un board qui est très wet, par exemple qui est porteur de potentiel de quinte ou de flush. C'est dangereux de faire une mise en bluff. En revanche, sur un board dry, un board rainbow avec trois cartes de trois couleurs différentes, avec juste une grosse carte et deux petites par exemple, c'est très intéressant sur un ou deux checks des adversaires au flop en position de miser en continuation bet parce que déjà on a ouvert ou on a misé fort sur une quantité de limper, donc on est très crédible à avoir touché l'as. Évidemment, on s'expose toujours à un joueur passif qui va payer avec un as qu'il avait checké au flop. C'est à vous de voir, évidemment, jusqu'à quel point un joueur est passif et est capable de faire un check call sur une, deux ou trois streets. Et vous pourrez à ce moment-là arrêter l'agression. Le moment de vérité, c'est la river. Et à la river, quelqu'un qui mise fort, c'est rarissime qu'il fasse ça en bluff. La plupart des joueurs qui misent fort à la river, ce sont des joueurs fit or fold qui pensent avoir la meilleure main et qui veulent la valoriser alors qu'ils ont fait un check, check ou check call sur les streets précédentes. La question qu'on se pose tout le temps pour savoir quel est le bon board à utiliser en bet pour value ou en bet pour bluff, c'est qui est devant. Donc par rapport au range, par rapport au niveau du joueur, par rapport au fait qu'il ait un hit, un fit or fold, le fait qu'il ait misé, le fait que vous misiez doit découler d'un raisonnement logique de savoir qui est devant. Si vous pensez être devant, vous misez pour value. Si vous pensez que l'autre est devant, vous misez pour bluff. Mais si vous misez pour bluff, quelle est sa capacité à folder? Quel est votre fold equity ici? Et donc c'est très important de ne pas essayer indéfiniment de tenter de bluffer des joueurs qui ne folderont pas avec la deuxième ou la troisième paire. Et donc avec votre SI ou votre tirage raté, vous allez très souvent échouer le bluff puisqu'il vous paiera avec la paire intermédiaire qui normalement aurait dû être foldée par un joueur un peu plus dans la réflexion. Donc ce qui est important quand on mise pour value ou pour bluff, dans tous les cas, c'est de savoir ce qui est crédible. C'est-à-dire que si le board fait As 8-2, est-ce que c'est crédible que j'ai un As ici par rapport à ce que j'ai fait avant? Ou est-ce que tout d'un coup, le fait de miser à la river alors que l'As est apparu au flop et que rien n'est apparu de mieux comme une doublette d'une carte, etc. Est-ce que c'est crédible ici que j'ai un As? Et quel est le potentiel du fait que je mise? Par exemple, si le joueur est fit or fold,
il y a un potentiel à miser parce qu'il va probablement coucher beaucoup de mains, y compris des petits tirages comme une gutshot ou des backdoors, des tirages backdoor. Euh, Inversement, quel est le potentiel? Combien de streets de potentiel puis-je avoir et quelle taille de mise puis-je avoir sur un joueur qui est calling station? Jusqu'à quel point il est calling station? Si je lui fais all-in river, est-ce qu'il va me payer avec juste la deuxième paire? Donc, est-ce qu'il va payer 3 streets avec la deuxième ou la troisième paire? Certains joueurs, oui, d'autres non. À vous justement d'analyser l'adversaire pour savoir, euh, avec le board qui apparaît, quel est le potentiel. Le cas typique est celui de la scare card, c'est-à-dire par exemple un flop anodin et tout d'un coup au turn un roi ou un as. Euh, il est possible que n'ayant pas touché le roi ou l'as et ayant checké hors de position, votre adversaire fold sur votre mise à condition que cette mise soit crédible, par exemple 2/3 du pot ici sur le turn, voire un pot entier. Euh, Voire un all-in si vous avez un draw qui accompagne l'arrivée de cette scare card. Un autre cas typique d'utilisation du bon board, c'est la doublette à la turn. Par exemple, As 8-2 flop, rainbow, et puis un autre 8 à la turn. Et donc, peut-être qu'il ne vous croyez pas sur un As, peut-être que lui-même a un As, et tout d'un coup, le deuxième 8 le fait douter. Un joueur fit or fold, il se dit peut-être que mon adversaire a un 8 et vient de faire trips, qui est presque la même chose que 7, puisque deux des trois cartes qui composent le brelan sont sur le board. Le troisième élément, c'est de tenir compte, en tournoi en tous les cas, du bon moment. Sur le cash game, le bon moment c'est tout le temps, puisque on peut se recaver et qu'on a souvent, on est deep stack, sauf tactique spécifique d'être short pour pouvoir engager des all-in avec peu de blindes. Donc, il y a des bons moments pour faire différents moves et différents moves d'exploitation en fonction de l'avancement du tournoi. Par exemple, en début de tournoi, le fait de faire le move de voler des blindes sur des joueurs NIT, qu'on soit au cut-off, au bouton ou en small blind par rapport à la big blind, en début de tournoi, c'est pas très intéressant parce que ça rapporte pas beaucoup de jetons. Et si on se fait re-steal, c'est-à-dire que la petite ou la grosse blinde fait un 3 bet sur notre ouverture avec n'importe quelle carte au bouton, on va perdre l'open raise de 3-4 blindes. Et donc, voler des blindes en début de tournoi, ça n'a qu'un seul intérêt, c'est de regarder l'exploitabilité d'un joueur par rapport au fait qu'il va folder dans les blindes par la suite, mais pas pour le gain lui-même. Quand les blindes augmentent, c'est intéressant de commencer à voler des blindes parce que évidemment le ratio par rapport au stack devient plus intéressant. Dès que les antés arrivent, c'est-à-dire dès qu'on est obligé tous de miser et pas seulement les blindes, ça vient de hanter en latin qui veut dire avant, et donc on mise avant, alors que blind ça vient de l'anglais blind qui veut dire on mise comme un aveugle, à l'aveugle, sans voir ses cartes en fait. Quelles que soient les cartes, on est obligé de miser quand on est dans les blinds, dans les blindes. Donc dans le cas de l'arrivée des antés, tout le monde mise et donc ça augmente considérablement la pot equity, c'est-à-dire qu'il y a plus d'argent dans le pot, donc ça vaut le coup de voler le pot, soit pré-flop, soit au flop. Et donc plus les antés sont importants, plus ça vaut le coup de commencer à voler les pots. Quand on arrive près de la bulle, c'est une autre circonstance que l'on exploite, c'est le fait que des joueurs qui sont short stack près de la bulle ne vont pas vouloir forcément
prendre le risque d'être éliminé si près de l'argent. Et donc, il est possible de voler pas mal de pots, que ça soit en volant les blindes ou en misant même en milieu de position et après en refaisant un barrel au flop, parce que des joueurs vont peut-être s'engager un tout petit peu pour voir un flop et n'ayant pas touché vont folder très rapidement. Et vous pouvez constituer des stacks très importants près de la bulle en utilisant le fait qu'un certain nombre de joueurs deviennent tout d'un coup très serrés pour espérer attraper l'ITM, in the money. Et donc là, justement, dès que la bulle a éclaté et que les joueurs sont payés, beaucoup de joueurs qui étaient short vont en profiter pour au contraire partir à tapis. Et donc, ce n'est pas le moment, évidemment, de tenter de voler des blindes pour se retrouver en re-steal avec un joueur qui va partir à tapis avec une petite paire ou un Broadway. Ensuite, il y a le Independent Chip Model qui va vous déterminer quelle est la valeur de votre all-in par rapport à différentes cartes et par rapport à vos stacks. Donc, c'est vraiment un modèle GTO. Et qui va déterminer si ça vaut la peine par rapport au palier suivant, au nombre de joueurs qui restent et au stack qui reste, si ça vaut le coup de faire all-in avec tel ou tel range. Il y a des tables d'ICM, vous pouvez les appliquer, c'est très utile notamment pour les sit and go qui sont en fait des sortes de tables finales avant l'alerte, avant la lettre. Et donc justement on arrive en TF, en table finale. Et là, en table finale, encore, il y a une dynamique. Est-ce qu'on veut sauver avec un short stack quelques blindes pour gagner une place ou deux, ou est-ce qu'on veut au contraire faire un énorme stack pour se retrouver dans les 2-3 derniers, là où ça paye le plus dans le payout. Et puis finalement, quelquefois, exceptionnellement, on va se retrouver en heads-up. Évidemment, en sit and go, ça arrive relativement souvent. En heads-up, et là, évidemment, c'est très différent encore une fois. Et donc, on va travailler sur des ranges de raise, des ranges de shove, de all-in. Le bon moment en heads-up, c'est comme une bagarre, c'est pratiquement tout le temps. Voilà pour l'exploitation. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le problème de comment on apprend et du fameux mathématicien Fibonacci. Et c'est très important de ne pas croire qu'on peut apprendre tout le poker en quelques jours. Il faut quelques minutes pour apprendre les règles, mais il faut toute une vie pour devenir un expert. Merci, à bientôt.